C'est-à-dire la bataille qui terrifia les Ottomans avant les Grecs, 1825. Imaginez la scène. Vous êtes debout sur une plage d'Égypte en juillet 1825. Le sable sous vos bottes est imbibé de sang. Derrière vous, la Méditerranée s'étire, infiniment bleue et indifférente. Devant vous, 21 000 soldats ottomans hurlant dévalant les dunes. Vous entendez le tonnerre de leur cavalerie, les cris de guerre en arabe et en turc, le claquement des mousquets. Vous êtes l'un des 500 soldats français coupés de vos navires, encerclés, en infériorité numérique 40 contre 1. Votre chef est un officier de 30 ans nommé Pierre-Hippolyte Vérité. Il se tient au centre de votre formation en carré, l'épée levée, et lance une phrase qui résonnera à travers l'histoire. Les Français ne se rendent pas. Nous faisons regretter à l'ennemi de nous avoir attaqués. Ce n'est pas une histoire que vous avez déjà entendue. Ce n'est ni Austerlitz ni Waterloo. C'est la bataille oubliée qui survint après la chute de Napoléon, après la mort de l'Empire, quand la France était censée être brisée. C'est la bataille de Sphactérie, 1825. La bataille où 500 Français tinrent une plage face à une armée ottomane et en sortirent vainqueurs. La bataille qui terrifia le sultan avant même que les Grecs ne le fassent. À la fin de ce récit, vous comprendrez comment des soldats, formés dans les guerres de Napoléon, ont créé une machine à tuer si efficace qu'elle défiait l'arithmétique. Vous verrez comment la discipline, la puissance de feu et le génie tactique français ont transformé une ultime résistance désespérée en un carnage pour l'ennemi. Et vous assisterez au moment où l'Empire ottoman a appris que, même sans Napoléon, la France restait la force militaire la plus redoutable au monde. Mais voici ce que les livres d'histoire ne vous disent pas. Ces 500 hommes n'avaient pas été envoyés pour combattre les Ottomans. On les avait envoyés pour les aider. La France et l'Empire ottoman étaient alliés en 1825. Ces soldats français étaient censés former les troupes turques à la guerre moderne. C'étaient des conseillers militaires, des ingénieurs et des instructeurs. Ils n'étaient absolument pas censés combattre. Alors comment se sont-ils retrouvés piégés sur une plage à lutter pour leur survie contre l'armée même qu'ils étaient venus assister ? La réponse se trouve dans le chaos de la guerre d'indépendance grecque, l'effondrement de l'autorité ottomane et une mutinerie qui a échappé à tout contrôle. Pour comprendre ce qui s'est passé sur cette plage, il faut remonter 3 ans en arrière, au moment où la France a décidé de rebâtir la machine militaire ottomane. Après la chute de Napoléon, en 1815, la France était humiliée. La plus grande puissance militaire de l'histoire avait été écrasée par une coalition d'ennemis. L'Empire avait disparu. L'empereur était mort sur un rocher de l'Atlantique. L'armée qui avait conquis l'Europe fut dissoute. Des officiers français qui avaient commandé des divisions se retrouvaient des sans-emploi. Des vétérans d'Austerlitz et d'Iéna mendiaient dans les rues. La monarchie des Bourbons fut restaurée et avec elle revint la honte de la défaite. Mais le savoir-faire demeurait. Le génie tactique, l'organisation, l'exercice, la science de la guerre perfectionnée par Napoléon n'avaient pas disparu. Ils survivaient dans l'esprit de 10 000 officiers réduits à l'inaction. Et l'Empire ottoman en avait désespérément besoin. En 1822, le sultan ottoman Mahmoud II faisait face à un cauchemar. Les Grecs s'étaient dos soulevés, le gouverneur d'Égypte, Mehmet Ali, devenait trop puissant. Les janissaires, l'infanterie d'élite de l'Empire, étaient nos plus fidèles à eux-mêmes qu'au sultan. L'Empire russe poussait vers le sud. Les Britanniques rôdaient autour tels des requins. Mahmoud savait que son empire se mourait d'obsolescence militaire. Ses armées combattaient encore comme si l'on était en 1600. Elles n'avaient ni exercice moderne, ni équipement standardisé, ni système d'état-major. Elles perdaient des batailles qu'elles auraient dû gagner parce que leur organisation restait médiévale. Alors Mahmoud prit une décision radicale. Il fit appel aux Français. Pas officiellement, bien sûr. La France ne pouvait pas, au grand jour, reconstruire l'armée ottomane. Cela aurait violé les traités signés après la défaite de Napoléon. Mais officieusement, discrètement, des centaines d'officiers français commencèrent à affluer à Constantinople. On les payait en or, on leur conféra des grades ottomans, on leur confia la mission de créer, à partir de rien, une armée moderne. Parmi ces officiers se trouvait le colonel Pierre-Hippolyte Vérité. C'était un vétéran des guerres napoléoniennes. Il avait combattu à la Moskova, il avait marché jusqu'à Moscou et en était revenu. Il avait vu la grande armée à son apogée et l'avait regardée s'effondrer dans les neiges de Russie. Il avait 30 ans, brillant, avide de prouver que la science militaire française demeurait souveraine. Vérité fut envoyé en Égypte où Mehmet Ali, gouverneur ambitieux, voulait bâtir l'armée la plus moderne du monde islamique. Vérité emmena avec lui 500 soldats les Français. Ingénieurs, artilleurs, instructeurs d'exercice et officiers d'état-major. C'était ce que la France avait de mieux. Leur mission, former les soldats égyptiens aux tactiques françaises, à l'exercice à la française et à la discipline française. Ils construisirent des casernes sur le modèle français. Ils organisèrent compagnies et bataillons selon les règlements français. Ils apprirent aux conscrits égyptiens à tirer en salve, à former des carrés, à manœuvrer sous le feu.
C'était le système napoléonien transplanté sur les sables d'Égypte. Pendant 3 ans, cet arrangement fonctionna à merveille. Les Français formaient, les Égyptiens apprenaient. Mehmet Ali bâtit une armée capable de marcher, de tirer et de combattre à l'européenne. Mais en 1825, tout bascula. Les Grecs étaient en passe de gagner leur guerre d'indépendance. L'Empire ottoman perdait la maîtrise de la Méditerranée. Mahmoud II ordonna à Mehmet Ali d'envoyer sa nouvelle armée moderne pour écraser l'insurrection grecque. Mehmet Ali accepta, mais il avait un problème. Ses meilleures troupes, celles formées par les Français, lui étaient fidèles, non au sultan. Et les officiers français commençaient à poser des questions gênantes. Ils avaient signé des contrats pour former des soldats, non pour participer à une guerre d'extermination contre les chrétiens. Vérité et ses officiers protestèrent. Ils refusèrent d'accompagner l'armée égyptienne en Grèce. Ils exigèrent de rentrer en France. Mehmet Ali y vit une trahison. Il avait payé ses hommes, il les avait nourris, il leur avait donné des grades et des honneurs. À présent, il l'abandonnait au moment où il avait le plus besoin d'eux. La relation s'effondra. Ce qui avait été un partenariat devint une prise d'otage. Les officiers français furent consignés dans leur caserne à Alexandrie. On refusa à leurs navires l'autorisation de quitter le port. Des soldats égyptiens, ceux-là même qu'ils avaient formés, les gardaient désormais comme des prisonniers. En juillet 1825, les tensions explosèrent. Le déclencheur exact fait débat parmi les historiens, mais le résultat est clair. Des troupes égyptiennes tentèrent d'arrêter les officiers français. Vérité et ses hommes résistèrent. Des coups de feu furent tirés. Des hommes moururent. Les Français se frayèrent un passage hors d'Alexandrie et gagnèrent la côte. Ils réquisitionnèrent des bateaux de pêche et de petites embarcations, cherchant à rallier la sécurité des bâtiments de guerre français mouillés au large. Mais la mer n'était pas calme. Une tempête d'été dispersa la flottille française. Beaucoup de bateaux sombrèrent, d'autres furent déroutés. Vérité et 500 hommes échouèrent sur une étroite presqu'île appelée Sphactérie, une langue désolée de sable et de rocs qui s'avance dans la Méditerranée. Ils étaient épuisés, trempés et encerclés. Derrière eux s'étendait la haute mer. Devant eux, l'armée égyptienne, 21 000 hommes, marchait pour les anéantir. Vérité regarda ces 500 hommes. Ce n'était pas un bataillon, c'était un assemblage de spécialistes. Il avait des ingénieurs qui savaient construire des ponts, pas livrer bataille. Il avait des artilleurs sans canon. Il avait des officiers d'état-major dont le métier était de rédiger des rapports, non d'appuyer sur la gâchette. Mais chacun d'entre eux avait été formé au système napoléonien, chacun d'entre eux connaissait l'exercice. Et Vérité savait que s'ils gardèrent la discipline, s'ils combattaient à la française, ils avaient une chance. Il rassembla ses officiers sur la plage tandis que l'armée égyptienne approchait. Il ne prononça pas un discours sur la gloire ou l'honneur, il fit un cours de géométrie et de puissance de feu. Il expliqua que la presqu'île offrait une position défensive parfaite. Les Égyptiens ne pouvaient attaquer que d'un seul côté. Ils ne pouvaient pas déborder. Ils ne pouvaient pas encercler. Si les Français formèrent le carré, gardèrent la discipline du feu et mettaient à profit leur entraînement supérieur, ils tiendraient. Un officier posa la question que tout le monde avait en tête. « Mon colonel, nous avons des munitions pour 3 heures de combat, peut-être. Que se passera-t-il quand nous n'en aurons plus ?» Vérité regarda la mer, où l'on voyait à l'horizon des navires de guerre français. Trop loin pour aider. Il regarda l'armée égyptienne, une masse sombre qui avançait sur le sable. Il regarda ses hommes, trempés, fatigués, qui attendèrent une réponse. Il dit « Alors nous mettons la baïonnette au canon et nous chargeons. Mais nous ne nous rendons pas. La France ne se rend pas. » Les Égyptiens avaient tous les atouts. Ils avaient 20 000 hommes. Ils avaient de la cavalerie. Ils avaient de l'artillerie, même si elle était ancienne et mal entretenue. Ils avaient des munitions, de la nourriture et de l'eau. Les Français n'avaient rien de tout cela. Ce que les Français avaient, c'était quelque chose que les Égyptiens ne pouvaient pas voir. Ils avaient un système. Le système tactique napoléonien ne reposait pas sur la bravoure. C'était une question de mathématiques. Il s'agissait de créer une formation qui maximisait la puissance de feu tout en minimisant la vulnérabilité. Le carré en était l'expression ultime. Imaginez un carré creux d'hommes, 4 rangs de profondeur sur chaque côté. Le premier rang s'agenouille, baïonnette au canon. Le deuxième rang est debout, mousquet pointé. Le troisième rang est prêt à recharger. Le quatrième rang est la réserve. Quand l'ennemi charge, le carré ne bouge pas. Il ne cède pas à la panique. Il attend que l'ennemi soit à 50 mètres, assez près pour que même le plus mauvais tireur ne puisse rater sa cible. Alors, l'ordre tombe. Feu, 200 mousquets tonnent en même temps. La salve n'est pas une succession de coups isolés. C'est un seul grondement terrible. La fumée est si épaisse qu'elle aveugle tout le monde. Mais quand la fumée se dissipe, le premier rang ennemi a disparu. Mort ou mourant. Les survivants hésitent. Dans cet instant d'hésitation, les Français rechargent. 12 secondes, c'est le temps qu'il faut à un soldat français bien entraîné pour recharger son mousquet. Verser la poudre dans le canon, laisser tomber la balle, l'enfoncer au refouloir, amorcer le bassinet, armer le chien. Prêt.
L'ennemi charge de nouveau. Feu, une autre salve, un autre mur de plomb. Une centaine d'hommes de plus tombent. Ce n'est pas un combat, c'est une boucherie industrielle. Vérité organisa ses 500 hommes en un carré parfait sur la plage. Il plaça ses meilleurs tireurs au premier rang. Il posta ses officiers aux angles, d'où ils pouvaient en voir l'ensemble du champ de bataille. Il ordonna aux sapeurs de creuser autour du carré une tranchée peu profonde pour ralentir les charges de cavalerie. Il n'avait pas d'artillerie, alors il improvisa. Il démonta les roues des chariots de ravitaillement et en fit des obstacles. Il empila des sacs de sable pour aménager des positions de tir. En 3 heures, il transforma une plage en forteresse. Quand les Égyptiens arrivèrent, ils ne virent pas une forteresse. Ils virent 500 hommes trempés et épuisés, formés en carré. Ils y virent une victoire facile. Le commandant égyptien s'appelait Ibrahim Pacha, fils de Méhémé Ali. C'était un général compétent, formé en partie par ces mêmes officiers français qui l'attaquaient à présent. Mais Ibrahim fit une erreur fatale. Il supposa que les Français étaient de démoralisés, qu'ils se rendraient en voyant l'écrasante supériorité de ses effectifs. Il envoya un émissaire sous drapeau blanc. L'émissaire cria dans un français écorché « Votre situation est désespérée. Rendez-vous et vous serez traité avec honneur. » Vérité s'avança au-devant du carré. Il regarda l'émissaire. Il contempla les 20 000 soldats égyptiens étalés sur les dunes. Il dit « Dites à Ibrahim Pacha que des soldats français ne se rendront pas à d'anciens élèves, s'il nous veut, qu'ils viennent nous prendre. » L'émissaire retourna auprès d'Ibrahim. Le général égyptien se sentit insulté. Il avait offert la clémence et on s'en était moqué. Il décida d'écraser rapidement ces Français arrogants. Il ordonna une charge de cavalerie. C'était la tactique ottomane par excellence. Lancer les cavaliers pour rompre la ligne ennemie, puis faire suivre l'infanterie pour achever le travail. Elle avait fait ses preuves pendant des siècles. Contre des milices indisciplinées, elle était dévastatrice. Contre un carré français, c'était du suicide. La cavalerie égyptienne se déploya. 2000 cavaliers armés de sabres et de lances. Ils étaient magnifiques. Les chevaux étaient des étalons arabes, rapides et sans peur. Les cavaliers portèrent des uniformes chamarrés, des turbans et des manteaux flottants. On aurait dit qu'ils sortèrent d'un tableau. Ibrahim donna l'ordre, la cavalerie s'élança. Le tonnerre des sabots fit trembler le sable. La distance fondit rapidement. 1000 mètres, 500 mètres, 200 mètres. Le carré français ne bougea pas. Les hommes restaient droits comme des statues. Le seul son qui venait du côté français était la voix de Vérité, calme et glacée. « Tenez, 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 100 mètres, 50 mètres. » Le premier rang du carré voyait le blanc des yeux des chevaux. Ils entendèrent les cavaliers hurler des cris de guerre. « Feu !» 200 mousquets tirèrent à bout portant. L'effet fut apocalyptique. Le premier rang de la cavalerie cessa tout simplement d'exister. Les chevaux culbutèrent. Des cavaliers furent de projetés dans les airs. La charge s'effondra en un chaos de hurlements et d'animaux agonisants. Les survivants dévièrent à gauche et à droite, tentant d'éviter la zone de mort. Quelques-uns contournèrent pour tenter d'attaquer le carré par un autre côté. Mais le carré pivota. Les soldats français se déplacèrent avec la souplesse de danseurs de ballet. Quel que soit le côté par lequel la cavalerie s'approchait, elle se heurtait à des mousquets fraîchement braqués. Feu! Encore une salve, d'autres corps, la cavalerie rompit. Elle se replia en désordre, laissant 200 morts sur le sable. Ibrahim Pacha observait de loin. Il en resta abasourdi. Sa cavalerie d'élite, la meilleure d'Égypte, avait été mise en pièces en quelques minutes. Mais il lui restait 18 000 fantassins. Il avait encore de l'artillerie. Il avait encore du temps. Il fit avancer son artillerie. Les canons ottomans étaient en vieux, à âme lisse et d'une précision médiocre. Mais à courte portée, ils n'avaient là pas besoin d'être précis. Ibrahim plaça 12 canons en ligne, braqués sur le carré français. Les artilleurs chargèrent des boulets pleins, des boules de fer grosses comme des melons. Les canons tirèrent, le vacarme fut assourdissant. Les boulets déchirèrent l'air, visant la partie la plus dense de la formation française. Mais Vérité l'avait prévu. Il avait étudié les tactiques ottomanes pendant 3 ans. Il savait qu'il comptait sur l'artillerie pour préparer les cibles avant l'assaut de l'infanterie. Il avait entraîné ses hommes précisément pour ce moment. Quand les canons firent feu, Vérité cria un seul mot. À terre, tout le carré se coucha dans le sable. Les boulets passèrent au-dessus de leur tête sans rien toucher. Les Égyptiens rechargèrent. Cela prit 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, le carré français se releva, se reforma et attendit. Les canons tirèrent de nouveau. À terre! Encore une fois, les Français se couchèrent. Encore une fois, les boulets ne touchèrent rien. Cela se reproduisit 5 fois. Ibrahim gaspillait ses munitions. Ses artilleurs étaient épuisés. Son infanterie voyait son artillerie échouer de façon spectaculaire. Le moral commençait à flancher. Ibrahim comprit que l'artillerie seule ne suffirait pas. Il devait engager son infanterie. Il avait 16 000 fantassins armés de mousquets, d'épées et de lances. Beaucoup étaient des conscrits, mal entraînés. Mais certains étaient des vétérans des campagnes d'Arabie et du Soudan. Ils savaient se battre.
Ibrahim les organisa en une immense colonne. La tactique était simple. Submerger les Français par le nombre, même si les Français tiraient salve après salve, ils ne pourraient pas tuer tout le monde. À la longue, les Égyptiens atteindraient le carré. À la longue, ils finiraient par percer. À la longue, les Français finiraient par manquer de munitions. C'était une affaire de chiffres. Ibrahim avait le nombre pour lui. La colonne égyptienne avança. Ce n'était pas une charge. C'était une marche lente, inexorable. Les premiers rangs savaient qu'ils marchaient vers la mort, ils voyaient les mousquets français braqués sur eux. Mais les rangs de derrière les poussaient en avant. La masse humaine avançait comme un glacier, lente et inéluctable. Vérité les regarda approcher. Il calcula les distances dans sa tête, il compta les secondes. Il attendit qu'ils soient à 70 mètres. Premier rang, feu. Le premier rang du carré tira. La fumée jaillit. Le premier rang de la colonne égyptienne s'effondra. Des hommes tombèrent, les mains sur leurs blessures, d'autres trébuchèrent sur les corps. La colonne ralentit, mais ne s'arrêta pas. Deuxième rang, feu, nouvelle salve, d'autres Égyptiens tombèrent. La colonne n'était plus qu'à 50 mètres. Troisième rang, feu. Les Égyptiens tombaient au par paquets, mais ils continuaient d'avancer. Vérité voyait le désespoir dans leurs yeux. Ce n'étaient pas des lâches, c'étaient des hommes courageux qui obéissaient aux ordres. Mais le courage n'arrête pas les balles. Quatrième rang, feu. Le quatrième et dernier rang tira. À présent, les 4 rangs rechargeaient en même temps. Les Égyptiens n'étaient de plus qu'à 30 mètres. C'était le moment le plus dangereux. Si les Égyptiens atteignaient le carré avant que les Français n'aient rechargé, c'en était fini. Vérité cria « Rechargez plus vite, le plus vite !» Les soldats français bougeaient comme des automates. Leurs mains étaient couvertes d'ampoules par la chaleur des canons des mousquets. Leurs visages étaient noircis par la fumée de la poudre. Leurs oreilles tintaient sous les détonations incessantes. Mais leur entraînement tenait bon. 12 secondes, c'était la norme. Ils rechargèrent en 10. Premier rang, feu. Les Égyptiens n'étaient plus qu'à 20 mètres. Deuxième rang, feu. 15 mètres. Troisième rang, feu. 10 mètres. Quatrième rang, feu. La colonne égyptienne se brisa. Pas parce que c'était des lâches, mais parce qu'il est impossible d'avancer à travers un mur de plomb. Les survivants se retournèrent et prirent la fuite. Ils laissèrent 300 corps devant le carré français. Ibrahim regarda son infanterie battre en retraite. Il n'en croyait pas ses yeux. Il avait lancé cavalerie et infanterie contre ce minuscule carré de Français, et l'une comme l'autre avait été anéantie. Il lui restait 15 000 hommes. Il avait encore des possibilités. Mais ces soldats étaient démoralisés. On leur avait dit que ce serait une promenade de santé. On leur avait dit que les Français étaient pris au piège sans défense. Au lieu de cela, ils s'étaient engouffrés dans un cauchemar. Ibrahim prit une décision, il les affamerait. Il encerclerait la plage, couperait tout accès à l'eau et à la nourriture et attendrait. Les Français n'avaient pas de ravitaillement. Ils se rendraient d'ici un jour ou deux. C'était un plan sensé. Mais Ibrahim ignorait que les Français avaient déjà prévu le coup. Pendant qu'Ibrahim réorganisait ses forces, Vérité réorganisait son carré. Il compta ses munitions. Chaque homme avait commencé avec 60 cartouches. Ils en avaient tiré environ 30 chacun. Il restait 30 cartouches par homme, soit 15 000 cartouches au total. Il calcula que si Ibrahim attaquait de nouveau avec les mêmes tactiques, les Français pourraient repousser encore 2 assauts. Peut-être 3 avec un peu de chance. Mais après cela, ils seraient à court de munitions. Vérité rassembla ses officiers. Il exposa la situation, ils étaient pris au piège, ils étaient en infériorité numérique, leurs munitions s'épuisaient. Mais ils n'étaient pas vaincus. L'un de ses capitaines, un certain Laurent, proposa un plan désespéré. « Mon colonel, le camp égyptien est à 3 kilomètres à l'intérieur des terres. Si nous attaquons de nuit, nous pouvons détruire leur ravitaillement et nous échapper dans la confusion. » Vérité y réfléchit. Une attaque de nuit était risquée, mais rester sur la plage relevait du suicide. Il regarda ses hommes. Ils étaient exténués, mais le regard vif. Ils étaient là prêts. Il prit sa décision. « Nous attaquons à minuit. Nous marcherons en colonne. Nous frapperons leur camp, détruirons tout ce que nous pourrons et nous ouvrirons la route jusqu'au navire français. Préparez les hommes. » Le soleil se coucha sur la Méditerranée. La plage était silencieuse, hormis le bruissement des vagues. Les Égyptiens campaient à 3 kilomètres de là, convaincus que les Français étaient pris au piège. Ibrahim avait posté des gardes, mais il ne s'attendait pas à une attaque. Pourquoi 500 hommes acculés attaqueraient-ils 20 000 ? Cela n'avait aucun sens. À minuit, le carré français se défit. Les hommes se mirent en colonne de marche. Ils avancèrent en silence sur le sable. Pas un mot, pas de lumière. Rien que le bruit des bottes sur le sable et, de temps à autre, le cliquetis de l'équipement. Ils couvrirent 3 kilomètres en 40 minutes. Lorsqu'ils atteignirent le camp égyptien, ce fut le chaos. Le camp était immense, étalé sur les dunes. Des tentes partout, des feux allumés, des soldats endormis, des sentinelles postées en périphérie mais inattentives. Ils ne s'attendaient pas à une attaque venant de la plage. Vérité donna le signal, les Français chargèrent. Ce n'était pas une glorieuse charge de cavalerie.
C'étaient 500 hommes fonçant dans un camp, mettant le feu aux tentes, détruisant les chariots de ravitaillement et abattant quiconque résistait. Les Égyptiens s'éveillèrent en plein cauchemar. Leur camp brûlait, des Français partout. Pas le temps de se mettre en ligne, pas le temps de s'organiser, c'était le chaos à l'état pur. Vérité guida ses hommes droit à travers le camp. Ils ne cherchaient pas à tenir le terrain. Ils voulaient semer assez de confusion pour s'échapper. Ils mirent le feu au dépôt de munitions, ils tranchèrent les cordes des enclos à chevaux, provoquant la débandade de centaines de chevaux dans tout le camp. Ils éventrèrent les barils d'eau. Ils tuèrent des officiers dans leurs tentes. Les Égyptiens tentèrent de riposter, mais ils étaient désorganisés. Des unités se tirèrent dessus dans l'obscurité. Les officiers hurlaient des ordres contradictoires. La colonne française fendit le camp comme un couteau dans du beurre. Ils atteignirent l'autre extrémité du camp et continuèrent de courir. Derrière eux, le camp égyptien n'était plus qu'un désastre. Des incendies faisaient rage, hors de tout contrôle. Des chevaux piétinant des soldats, les munitions explosaient. Ibrahim Pacha tenta de rallier ses hommes, mais c'était vain. Quand les Égyptiens parvinrent enfin à organiser une poursuite, les Français étaient déjà loin. Vérité et ses 500 hommes atteignirent la côte à 5 km au nord de Sphactéria. Des navires de guerre français aperçurent les feux de signal qu'ils allumèrent. Des embarcations furent dépêchées. À l'aube, les Français étaient à bord de leurs navires et prenèrent le large. Ils avaient perdu 80 hommes au cours des combats, 80 sur 500. Les Égyptiens en avaient perdu plus de 2000, pas seulement au combat, mais dans le chaos du raid nocturne. Des hommes tués par des tirs amis, des hommes brûlés dans les incendies, des hommes piétinés par les chevaux. Quand la nouvelle de la bataille de Sphactéria parvint en France, elle fit grand bruit. Les journaux parlèrent de miracle. 500 hommes avaient tenu tête à 20 000 et s'étaient échappés. Le public, encore amer de la défaite de Napoléon, avait besoin d'une victoire. Sphactéria la lui offrit. Vérité et ses hommes furent célébrés comme des héros. Ils rentrèrent en France sous les acclamations entre défilés et remises de décorations. Mais Vérité lui-même resta modeste. Dans son rapport au ministère de la Guerre, il écrivit quelque chose de profond. « Nous n'avons pas gagné parce que nous étions plus courageux que les Égyptiens. Nous avons gagné parce que nous étions mieux entraînés. » Le système que Napoléon a créé, l'exercice, la discipline, la tactique, demeure l'instrument militaire le plus efficace sur Terre. Tant que les soldats français seront formés selon ce système, nous ne serons jamais vraiment vaincus. La bataille de Sphactéria eut des conséquences bien au-delà du simple sauvetage de 500 hommes. Elle terrifia l'Empire ottoman. Les Ottomans avaient recruté des officiers français pour moderniser leur armée, la rendre aussi efficace que les armées européennes. Mais, à Sphactéria, ils apprirent une leçon terrifiante. Des soldats français, même en petit nombre, même sans appui, même 40 fois moins nombreux, étaient presque impossibles à vaincre. Cette prise de conscience se répandit dans toute l'armée ottomane. Lorsque les Grecs poursuivirent leur guerre d'indépendance, les commandants ottomans se firent prudents. Ils se souvenaient de Sphactéria. Ils se souvenaient de ce que 500 Français étaient capables de faire. Plus encore, Sphactéria adressa un message à l'Europe. La France était à terre, mais pas hors de combat. L'Empire avait disparu, mais le savoir demeurait. Les tactiques demeuraient. La discipline demeurait. Toute nation qui sous-estimerait la France paierait cette erreur. Pour saisir le véritable génie de ce qui s'est passé à Sphactéria, il faut comprendre le système tactique napoléonien. Il ne s'agissait pas seulement de bravoure. C'était une affaire de science. Napoléon n'inventa ni le mousquet ni la baïonnette, mais il perfectionna l'art de s'en servir. La clé, c'était le carré de bataillon. La formation en carré existait depuis des siècles, mais Napoléon l'amena à une perfection presque mathématique. Le principe était simple, créer une formation sans flanc. D'où que vienne l'assaillant, il se heurte au feu des mousquets. La mise en œuvre, en revanche, était complexe. Elle exigeait des mois d'entraînement. Les soldats devaient passer sans heurts de la colonne au carré, puis revenir à la colonne. Ils devaient conserver leur formation sous le feu de l'artillerie. Ils devaient les recharger tandis que des hommes mouraient à côté d'eux. Rien de tout cela n'était naturel. Cela s'apprend. L'armée française sous Napoléon s'entraînait plus durement que n'importe quelle armée de l'histoire. En 1805, un bataillon d'infanterie français pouvait exécuter de mémoire une trentaine de manœuvres. Il formait le carré en 45 secondes, il tirait 4 salves par minute. Il pouvait marcher 30 km dans la journée et être encore prêt à se battre. Cet entraînement créait un avantage psychologique. Les soldats français savaient qu'ils étaient les meilleurs. Ils l'avaient prouvé à Austerlitz, à Iéna, à Wagram. Même après la chute de Napoléon, même après Waterloo, les soldats y croyaient encore. Cette foi valait plus que des canons. À Sphactéria, Vérité n'avait pas la grande armée de Napoléon. Il avait 500 spécialistes, ingénieurs et officiers d'état-major. Mais tous avaient été formés de la même manière. Tous connaissaient la manœuvre. Quand Vérité leur ordonna de former le carré, ils n'hésitèrent pas. Ils ne paniquèrent pas.
Ils se mirent en mouvement comme une horloge. Les Égyptiens, en revanche, avaient le nombre mais pas l'entraînement. Ibrahim Pacha avait tenté de moderniser son armée, mais on ne crée pas une armée professionnelle en 3 ans. Les soldats égyptiens étaient courageux, mais ils n'avaient pas les automatismes. Quand les Français commencèrent à tirer par salve, les Égyptiens firent ce que font toujours des soldats mal entraînés. Ils se regroupèrent pour se protéger. Ils hésitèrent, ils cherchèrent des officiers pour leur dire quoi faire. Ces hésitations furent fatales. Le temps qu'un soldat égyptien cherche son officier, un Français avait déjà rechargé et tiré de nouveau. L'autre avantage des Français tenait à la discipline de feu. Des soldats mal entraînés tirent à tort et à travers, ils voient de l'ennemi et appuient aussitôt sur la détente. Ils gaspillent leurs balles en visant des cibles à 300 mètres, bien trop loin pour qu'un mousquet soit efficace. Les Français, eux, étaient formés à attendre. L'ordre permanent était simple, ne tirez que lorsque vous voyez les boutons de l'uniforme ennemi. Ce n'était pas une métaphore. Les tireurs français étaient entraînés à viser la poitrine, le centre de masse. À 50 mètres, une balle de mousquet frappe là où l'on vise. À 200 mètres, elle peut rater complètement. En attendant que l'ennemi soit proche, les Français maximisaient l'efficacité de leurs tirs. Chaque balle compte. Cette discipline se manifesta pleinement à Sphactéria. Quand la cavalerie égyptienne chargea, Vérité attendit qu'elle ne soit plus qu'à 50 mètres. Pas 60, pas 40, 50. À cette distance, 200 mousquets tirant en même temps dressaient un mur de plomb, dont aucun cheval ne réchappait. Quand l'infanterie égyptienne avança, Vérité fit feu à 70 mètres. Assez près pour être meurtrier, assez loin pour laisser le temps de recharger. Ce n'était pas de la chance, c'était de la science. C'était l'héritage de Napoléon. Mais à Sphactéria, il y avait quelque chose de plus profond à l'œuvre, quelque chose qu'aucun manuel d'instruction ne peut enseigner. C'était l'héritage psychologique des guerres napoléoniennes. Ces 500 hommes avaient grandi à une époque où la France dominait l'Europe. Ils avaient grandi bercés par les récits d'Austerlitz, où Napoléon écrasa 2 empereurs en un après-midi. Ils avaient grandi en entendant parler d'Iéna, où un seul corps français anéantit toute l'armée prussienne. Ils avaient grandi avec la certitude que les soldats français étaient invincibles. Cette certitude fut ébranlée à Waterloo, oui, mais elle ne fut pas détruite, et à Sphactéria, elle se ralluma. Quand Vérité dit à ses hommes « Les Français ne se rendent pas », il n'exprimait pas un souhait. Il énonçait un fait culturel, un fait psychologique. 20 années de victoire avaient conditionné les soldats français à tenir la reddition pour impensable. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était leur identité. Les Égyptiens n'avaient pas cela. Ils avaient été conquis par les Ottomans, par les Britanniques, par les Français eux-mêmes lorsque Napoléon envahit l'Égypte en 1798. Ils n'avaient pas un passé d'invincibilité, ils avaient un passé de défaite. Quand les salves françaises commencèrent, quand la charge de cavalerie s'effondra, quand la colonne d'infanterie se disloqua, les Égyptiens firent ce que font toujours les armées vaincues. Ils cherchèrent une issue, ils battirent en retraite. Ils se débandèrent. Le raid nocturne contre le camp égyptien fut la preuve ultime de la supériorité française. Une force acculée et inférieure en nombre n'attaque pas. Elle se défend, elle attend les secours, elle se rend. Mais Vérité fit l'inverse. Il attaqua. C'était de la doctrine napoléonienne à l'état pur. Napoléon disait toujours « La meilleure défense, c'est une attaque vigoureuse. Même encerclé, même en infériorité numérique, il faut attaquer, semer le chaos, saisir l'initiative. Forcer l'ennemi à réagir à vos mouvements. » À Sphactéria, cette doctrine sauva 500 vies. Les Égyptiens s'attendaient à voir les Français rester sur la plage et mourir à petit feu. Quand les Français attaquèrent le camp, les Égyptiens paniquèrent. Ils n'étaient pas prêts, psychologiquement, à affronter un ennemi qui refusait de se comporter en victime. Le coup de main nocturne démontra aussi un autre principe clé de l'art napoléonien de la guerre. La vitesse et la surprise sont des multiplicateurs de force. Les 500 hommes de Vérité ne défirent pas 25 000 Égyptiens en bataille rangée. Ils les battirent en allant plus vite que l'ennemi ne pouvait réagir. Quand Ibrahim Pacha parvint à organiser ses troupes, les Français n'étaient déjà plus là. C'était l'essence de la stratégie de Napoléon en Italie en 1796. Aller vite, frapper fort, disparaître avant que l'ennemi ne puisse riposter. Vérité avait parfaitement retenu la leçon. Les suites de Sphactéria comptent autant que la bataille elle-même. Quand Vérité et ses hommes rentrèrent en France, ils furent des héros nationaux. Mais ils posèrent aussi un problème au gouvernement français. En 1825, la France était gouvernée par le roi Charles X, un Bourbon qui exécrait tout ce que Napoléon incarnait. Charles voulait effacer le souvenir de l'Empire. Il voulait une monarchie pacifique et conservatrice, alignée sur les autres monarchies d'Europe. Mais le peuple aimait Napoléon. Il aimait la gloire, les victoires, la fierté. Sphactéria raviva cet amour. Les journaux publièrent les dépêches de Vérité.
Il racontait comment 500 Français avaient vaincu 20 000 étrangers. Il comparait l'exploit aux grandes batailles de l'Empire. Le public en redemanda. Charles X tenta d'en minimiser la portée. Il ordonna au ministère de la Guerre de ne pas promouvoir Vérité. Il tenta d'étouffer l'affaire, mais il était trop tard. La nouvelle s'était répandue, Vérité devint un héros populaire. On écrivit des chansons à sa gloire. On tira des estampes montrant le carré français sur la plage, entouré de hordes ottomanes. Sphacteria devint un symbole de la résilience française. Plus important encore, Sphacteria transforma la pensée militaire française. Les généraux, qui avaient servi sous Napoléon, vieillissaient. Beaucoup étaient partis à la retraite. Beaucoup avaient été écartés par la restauration bourbonienne. Mais Sphacteria prouva que le système napoléonien fonctionnait toujours. Les tactiques restaient invalables. L'instruction demeurait supérieure. Cette prise de conscience entraîna une renaissance de la pensée militaire française. Dans les années 1830, l'armée française recommença à étudier les campagnes napoléoniennes. Elle réédita les règlements de manœuvre, on forma les officiers selon les anciennes méthodes. Vers 1840, l'armée française était redevenue la plus professionnelle d'Europe. Ce renouveau culmina pendant la guerre de Crimée de 1854 à 1856. Lorsque la France et la Grande-Bretagne affrontèrent la Russie, ce furent les Français qui dominèrent le champ de bataille. À la bataille d'Inkerman, l'infanterie française repoussa de massives attaques russes en recourant aux mêmes tactiques de formation en carré que Vérité à Sphacteria. Au siège de Sébastopol, des ingénieurs français, formés aux mêmes méthodes que les hommes de Vérité, construisirent les travaux de siège qui finirent par contraindre les Russes à capituler. Sphacteria fut l'étincelle qui ranima la fierté militaire française. Elle prouva que, même dans la défaite, même après Waterloo, la France restait dangereuse. Mais Sphacteria a aussi laissé un héritage plus sombre. Elle a nourri une confiance excessive chez les Français. En 1870, la France déclara la guerre à la Prusse. Les généraux français se souvenaient d'Austerlitz. Ils se souvenaient d'Iéna. Ils se souvenaient de Sphacteria. Ils croyaient que les soldats français étaient par nature supérieurs aux soldats allemands. Ils se trompaient. Les Prussiens avaient appris de Napoléon. Ils en avaient adopté les tactiques, l'organisation, la vitesse. À la bataille de Sedan, en 1870, l'armée française fut encerclée et anéantie. Napoléon III fut fait prisonnier. Le Second Empire tomba. La leçon de Sedan fut brutale. La gloire passée ne garantit pas les victoires futures. Le système que Napoléon avait créé était brillant, mais il n'était pas permanent. Il devait être mis à jour, adapté, évolué. Les Prussiens l'ont fait, les Français non. Mais même dans la défaite, l'esprit de Sphacteria perdurait. Pendant la guerre franco-prussienne, de petits détachements de soldats français livrèrent des combats d'arrière-garde désespérés, en infériorité numérique et encerclés, refusant de se rendre. Au siège de Paris, les gardes nationaux tinrent la ville des mois durant face à des forces écrasantes. Le souvenir de Vérité, le souvenir de ces 500 hommes sur la plage les inspirait. Voilà le véritable héritage de Sphacteria. L'excellence militaire ne tient pas à la plus grande armée ni aux armes les plus avancées. Elle tient à l'entraînement, à la discipline et à la volonté de se battre même quand tout semble perdu. Les 500 hommes de Vérité n'ont pas gagné parce qu'ils avaient de meilleurs mousquets. Les mousquets égyptiens étaient presque identiques aux mousquets français. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils avaient plus de munitions. Ils en avaient de moins au départ. Ils ont gagné parce qu'ils étaient de mieux entraînés, parce qu'ils faisaient confiance à leurs officiers, parce qu'ils croyaient en eux. C'est la leçon que toutes les armées du monde ont tirée des guerres napoléoniennes. La technologie compte, mais l'entraînement compte davantage. Le nombre compte, mais la discipline compte davantage. Le courage compte, mais la confiance compte davantage. L'armée française de Napoléon n'était pas la plus nombreuse d'Europe. La Russie alignait davantage d'hommes, mais l'armée française était la mieux entraînée, la mieux commandée et la plus sûre d'elle. Cette combinaison fut irrésistible pendant 20 ans. Lorsque Napoléon tomba, l'armée fut dissoute, mais le savoir-faire demeura. Et à Sphacteria, ce savoir-faire fit une fois de plus ses preuves. Si vous visitez l'Égypte aujourd'hui, il n'y a pas de monument à Sphacteria. La bataille a été en grande partie oubliée. Les historiens égyptiens n'aiment pas l'évoquer. Ce fut une défaite humiliante qui mit à nu la faiblesse du système militaire ottoman. Les historiens français n'en parlent guère non plus, parce qu'elle eut lieu sous la restauration bourbonienne, une époque qu'ils préfèrent oublier. Mais dans les archives militaires françaises, le rapport de Vérité existe encore. C'est un chef-d'œuvre de littérature militaire, clair, concis et d'une franchise impitoyable. Il décrit la bataille non comme un miracle, mais comme la démonstration d'un entraînement supérieur. Il énumère les munitions dépensées, les pertes infligées et les erreurs commises. Il conclut par une recommandation. L'armée française ne doit jamais abandonner le système créé par l'empereur Napoléon.
C'est le système militaire le plus efficace jamais conçu. Tant que nous maintiendrons ce système, la France demeurera une grande puissance. Ce rapport fut classé puis oublié pendant des décennies. Mais dans les années 1850, alors que la France reconstruisait son armée, un jeune officier le découvrit. Cet officier s'appelait Ferdinand Foch et devait devenir le commandant en chef des armées alliées pendant la Première Guerre mondiale. Foch lut le rapport de vérité et en fut inspiré. Il comprit que, même dans une petite bataille oubliée, les principes de la guerre étaient éternels. Concentration des forces, discipline du feu, initiative. Ces principes valaient en 1796. Ils valaient en 1825. Ils ferèrent leurs preuves en 1914. L'histoire de Sphacteria est celle de la France elle-même, une nation qui refuse la défaite. Une nation qui, jusque dans ses heures les plus sombres, engendre des hommes comme vérité, capables de transformer un désastre en victoire. Les soldats français sur cette plage, en 1825, ne se battaient pas pour un empire. L'empire était mort. Ils ne se battaient pas pour la gloire. Il n'y avait aucune gloire à être piégé sur une plage d'Égypte. Ils se battaient parce qu'ils étaient en français, parce que la reddition ne faisait pas partie de leur vocabulaire, parce qu'ils avaient été formés dans un système qui faisait d'eux les soldats les plus redoutables sur Terre. Ce système était l'œuvre de Napoléon Bonaparte, mais il lui survécut. Il survécut à l'Empire. Il survécut à la monarchie. Il survécut aux révolutions, aux défaites et aux humiliations. Et sur une plage d'Égypte, en 1825, 500 hommes prouvèrent qu'il fonctionnait toujours. Ils prouvèrent que le génie militaire français n'était pas une relique du passé, mais une tradition vivante. Ils prouvèrent que, même sans Napoléon, la France restait une puissance avec laquelle il fallait compter. Les Ottomans la prirent à leurs dépens. Les Égyptiens aussi, comme tous ceux qui pensaient de la France finie. Quand Vérité et ses hommes montèrent à bord des navires de guerre français et quittèrent Sphacteria, ils laissèrent derrière eux plus de 2000 corps égyptiens. Ils laissèrent derrière eux un camp en flammes. Ils laissèrent derrière eux la confiance d'Ibrahim Pacha brisée. Et ils laissèrent derrière eux un message. Le message était simple, ne sous-estimez pas la France, ne supposez pas que, parce que l'Empire est tombé, le savoir-faire s'est perdu. Ne croyez pas que les soldats français ont oublié comment se battre, car ils n'ont rien oublié. Ils se souviennent d'Austerlitz, ils se souviennent d'Iéna. Ils se rappellent chaque victoire, chaque tactique, chaque leçon apprise au cours de 20 ans de guerre, et ils mettront ce savoir à profit pour anéantir quiconque aura l'imprudence de les défier. Tel était le message de Sphacteria. Ce fut la bataille qui terrifia les Ottomans, bien avant que les Grecs ne le fassent. Ce fut l'instant où le monde comprit que, même sans Napoléon, la France demeurait la plus redoutable puissance militaire au monde. Et c'est là, plus que n'importe quel monument ou mémorial, le véritable héritage du colonel Pierre-Hippolyte Vérité et de ses 500 hommes. Ils prouvèrent que l'excellence militaire française ne dépendait pas d'un seul homme. C'était un système, une culture, un art de la guerre qu'on ne pouvait vaincre. On ne pouvait que l'imiter, et même alors les élèves n'égaleraient jamais tout à fait les maîtres.